Bonsoir à tous, bienvenue sur ce 8e webinaire médical Covid des Hospices civils de Lyon. Je suis toujours en duo avec Jean-Christophe Richard, réanimateur, et moi-même, donc Thomas Perpoint, infectiologue. On prend pour une dernière fois un schéma classique de 3 points, épidémiologique avec Mathieu Fauvernier, un point virologique avec Maud Bouscambert, et la thématique du jour, c'est de la cardiologie avec le docteur Brahim Arbaoui. Je donne tout de suite la parole à Mathieu Fauvernier pour le point épidémiologique. Merci à vous et on continue. Merci et bonsoir à tous. Alors, on va commencer comme d'habitude avec un point sur l'incidence de la maladie. Alors, comme vous le voyez donc ici avec la courbe bleue pour le Rhône, la courbe rouge pour la France, on a eu une diminution très importante ces derniers temps, ce dernier mois de l'incidence, avec donc toujours un niveau supérieur dans le Rhône par rapport à la France. Alors, ce qu'on observe, c'est que la diminution est en train de ralentir. Et même dans le Rhône, on observe clairement un effet plateau là, sur ces derniers jours, donc ce sera à surveiller de près. Alors maintenant, si on s'intéresse à ce qui se passe dans le Rhône en fonction des fameuses 3 classes d'âge qu'on présente régulièrement, donc on observe évidemment cette diminution dans toutes les classes d'âge. En revanche, ce qu'on va voir, donc effectivement cet effet plateau, on va aussi le retrouver dans toutes les classes d'âge, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que les plus de 60 ans, alors qu'ils étaient comparables notamment avec les 30-60 ans ces derniers jours, ici donc sont arrivés à un plateau supérieur aux 2 autres classes d'âge. Donc évidemment, ce sera encore une fois à surveiller dans les semaines à venir. Alors ensuite, on va s'intéresser donc à ce qui se passe dans les principales métropoles. Donc cette fameuse diminution, on va la retrouver dans nos 4 métropoles classiques ici, donc Lyon, Marseille, Paris et Saint-Étienne. Alors ce qu'on va observer, donc c'est cet effet plateau, on va le retrouver dans ces 4 grandes métropoles. En revanche, on va bien voir qu'ici à Lyon, depuis à peu près le 25-26 novembre, on a cet effet plateau qui est très marqué, alors que la diminution a continué un petit peu, notamment à Saint-Étienne. Et Saint-Étienne est actuellement en dessous en termes d'incidence par rapport à Lyon. Alors maintenant, on va s'intéresser donc au nombre d'hospitalisations et incidence cumulée des décès, et également les réanimations. Alors on retrouve, comme d'habitude, à gauche du graphique, donc ce qui s'est passé durant la première vague, et à droite, cette fameuse seconde vague, avec donc notamment un pic qui a duré donc moins longtemps, notamment en termes d'hospitalisation que cette première vague. Donc la diminution est très marquée, elle continue. En réanimation, c'est la même chose, et on devrait donc voir les incidences cumulées des décès commencer à s'aplatir un petit peu dans les prochaines semaines. Alors ensuite, si on regarde, si on fait un petit focus sur uniquement la deuxième vague, donc on va pouvoir voir un petit peu plus précisément cette diminution, notamment des cas hospitalisés en conventionnel et de réanimation. Donc en termes de réanimation d'ailleurs, par rapport à cette première vague, donc on a atteint un petit peu à peu près le même pic que la première vague. C'était à peu près comparable. Donc encore une fois, ce sera à surveiller dans les semaines à venir. Alors maintenant, on vous propose donc un point sur la diapositive suivante, sur le nombre de reproductions effectifs. Donc ici, on vous avait déjà parlé de ce R effectif, donc c'est un petit peu différent du R0. Le R0, donc c'est le nombre de contaminations moyennes pour un cas infecté en début d'épidémie. Ici, on est plutôt sur ce qui se passe au cours d'une épidémie, à partir du moment où elle est déjà installée. Donc ce que vous avez sous les yeux, c'est le R effectif donc depuis le mois de mars. Donc il est estimé, donc ici avec des chiffres Santé publique France, il y a 3 manières principales de l'estimer, donc soit avec des données d'hospitalisation pour Covid, soit les passages en urgence avec suspicion Covid, ou également les tests positifs CIDEP. Donc on le voit ici, vous avez une petite barre horizontale donc à 1, donc encore une fois ce nombre de 1, c'est toujours une cible en termes de R effectif. Si on est en dessous, on va avoir tendance à contrôler l'épidémie, avoir une diminution de cette épidémie, et si on est au-dessus de 1, on va avoir donc une augmentation des cas au fur et à mesure. Donc on retrouve ici un R effectif qui a été assez important, notamment durant l'été, à partir du mois de juillet. Et depuis ce dernier mois, on a eu une forte diminution, mais on va retrouver ce qui est intéressant sur ces derniers jours, c'est ce petit effet plateau également en termes de R effectif, donc autour des 0,6, 0,7.
Alors, donc, quel avenir pour cette épidémie si on regarde la diapositive suivante? Donc, à partir de ce R effectif et de différents scénarios, l'Institut Pasteur notamment a proposé donc, 2 scénarios de projection pour la mi-décembre, qui correspond finalement à la deadline qu'avait fixé le gouvernement, le fameux 15 décembre. Alors, il y avait 2 scénarios principaux, donc un scénario plutôt positif, un scénario négatif. Donc un premier scénario avec un R qui allait se stabiliser, un R effectif à 0,8, une légère diminution de la durée moyenne en réanimation, et ensuite un autre scénario défavorable, avec cette fois-ci un R effectif qui repartirait à la hausse, autour des 1,1, et une augmentation de la durée moyenne en réanimation. Donc les résultats de ces scénarios, c'est que dans les 2 cas, on avait donc moins de 3000 personnes en réanimation et moins de 5000 nouvelles contaminations par jour. Donc, ce qui rentrait dans les clous pour le gouvernement, les annonces, et un début de déconfinement le 15 septembre. Alors, si on regarde du coup les faits, il se trouve qu'à une semaine de l'échéance, nous sommes à 3200 personnes environ en réanimation, mais toujours autour des 10 000 nouvelles contaminations par jour. Donc, ça commence à être très compliqué d'imaginer ce début de déconfinement, et on aura probablement du coup un décalage après le 15 décembre, comme initialement prévu. Alors, les défis à venir sur cette épidémie, évidemment, ça va être de contrôler la sortie du confinement. Donc, on l'a vu juste avant, donc il va y avoir un certain décalage. Il faudra surveiller ça ces prochaines semaines. Il faudra évidemment, une fois que le déconfinement est en place, bien contrôler cette sortie de confinement pour essayer de ne pas répéter les erreurs, notamment de cet été. On l'a bien vu, notamment avec ce R effectif très important durant la période estivale. Essayer d'atteindre, donc tant qu'à faire, 50 à 70% d'immunisation. On en est à 10% actuellement, donc toujours d'après les calculs de l'Institut Pasteur. Évidemment, les futurs vaccins qui vont arriver vont nous permettre d'y arriver, mais il faudra tout de même faire attention au scepticisme global, notamment en termes de vaccins. Une dernière enquête, donc, notamment à laquelle a collaboré Santé publique France, nommée Covid-Prev, qui a donné 53% d'intention vaccinale sur donc une étude du mois de novembre, qui est quand même assez faible. Donc ce scepticisme, on l'a retrouvé d'ailleurs au niveau scientifique dans son intégralité. On peut notamment penser aux différentes critiques à l'égard du conseil scientifique, et notamment le fait qu'il était trop alarmiste. Mais si on revient notamment sur les premières prévisions qui donnaient 400 000 morts sans aucune mesure prise, on voit qu'actuellement on est à 50 000 décès pour 10% de population infectée. Donc n'importe qui sait faire à peu près une règle de 3 voit que les prédictions étaient quand même assez correctes. Alors, en conclusion de ces différents points épidémiologiques, on aura vu ensemble donc l'enjeu extrêmement important de cette épidémiosurveillance et de l'anticipation, notamment dans un contexte où on a des données très limitées. Et avec ces enjeux, un apport considérable de la modélisation statistique, donc notamment pour identifier des facteurs de risque, également donc quantifier la dynamique de l'épidémie, à la fois la dynamique en cours, mais également essayer de faire des projections d'évolution à partir de différents scénarios dont on contrôle les hypothèses pour ensuite faire des comparaisons et voir quelles hypothèses influent le plus sur nos scénarios et les résultats, et pour pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Mathieu pour ce point extrêmement clair. On va maintenant passer à la présentation suivante par Maude Bouscambert qui va assurer le point virologique hebdomadaire comme d'habitude. Pensez à activer votre micro s'il vous plaît. Vous m'entendez? Ouais, c'est parfait. Oui, désolé. Donc, effectivement, je vais vous parler de physiopathologie, mais d'un point de vue virologique. Donc, pour parler, donc, diapositive suivante. Pour évoquer la physiopathie du SARS-CoV-2, il est intéressant de refaire un point sur ce qu'on sait des coronavirus saisonniers, ceux qui circulent chaque année et qui donnent des tableaux plutôt légers, et le SARS-CoV, virus émergent en 2003 avec ses 10% de mortalité. Le tropisme cellulaire donc, dépend de la présence de récepteurs spécifiques du SARS-CoV-2, les récepteurs AC2 qui sont présents à la surface des cellules pour permettre l'entrée du virus et son infection.
Les coronavirus humains, dans cette revue de 2008, sont capables de se répliquer dans tous les tissus et cellules de l'immunité, et puis évidemment au niveau pulmonaire, avec des atteintes des voies aériennes supérieures. C'est l'agent du rhume banal. Et des atteintes également des voies aériennes inférieures, avec une sévérité qui est déterminée par le terrain du patient. Au niveau digestif, pas vraiment de réplication prouvée au niveau intestinal, et pourtant, chez l'animal, les coronavirus donnent des infections entériques avec une mortalité très importante. Ils sont également associés à des atteintes neurologiques invasives, pas d'atteinte rénale a priori. Le SARS-CoV et ses 10% de mortalité est marqué donc par une pneumopathie focalisée sévère, des signes digestifs, une infection possible du système nerveux central et de certaines cellules du rein. Si l'on regarde ce qui se passe chez la souris n'étant pas capable d'être infectée par le SARS-CoV, sauf quand elle est transgénique et exprime les récepteurs AC2, elle présentera un tableau de pneumopathie avec des atteintes cardiaques et neurologiques modérées. Deux études ont cherché la présence de génome viral par PCR ou de protéines virales par immunohistochimie dans différents organes et rapportent tous les deux la présence de virus au niveau du poumon, au niveau de l'intestin, mais pas au niveau du cœur, du foie, de la rate, des reins, du cerveau et des testicules. Chez le macaque, on observe effectivement des atteintes pulmonaires, type pneumopathie interstitielle, pas d'atteinte digestive et pourtant la présence d'antigènes virales à ce niveau-là. Donc peu d'éléments nouveaux. Chez l'homme, nous allons le voir, beaucoup d'études post-mortem. Celle-ci semble rapporter une réplication multi-organes chez 22 patients. Ils insistent sur le fait que la virémie n'est pas systématiquement présente malgré l'atteinte multi-organes et évoquent une réplication possible au niveau du rein, du foie, du cœur et du cerveau. Si on regarde organe par organe rapidement, donc au niveau du rein, des atteintes rénales sont observées selon les études jusqu'à 56,9% des cas de Covid. Des cellules spécifiques du rein expriment le récepteur AC2, donc cet organe devrait pouvoir être infecté par le SARS-CoV-2 et pourtant c'est un point qui est controversé avec des études qui évoquent l'effet cytolytique direct du virus et d'autres qui l'infirment. Et il faut quand même garder à l'esprit qu'il n'y a pas d'excrétion urinaire du virus, donc ce qui ne va pas effectivement dans le sens d'une réplication locale. En ce qui concerne le myocarde, donc ce sont des atteintes type myocardite qui sont observées. Différentes études donc rapportent des souffrances myocardiques dans des tableaux de Covid symptomatiques, voire des tableaux asymptomatiques, et aucune donnée virologique, aucune PCR sur biopsie de myocarde sont réalisées. Donc on en reste toujours à la présentation de différents mécanismes, effet cytopathique direct du virus mais non prouvé ou conséquences de l'orage cytokinique induite par le virus. Au niveau du foie, c'est la même chose, des manifestations hépatiques modérées avec augmentation des transaminases, mais finalement pas de données virologiques, pas de PCR biopsique, donc des mécanismes non élucidés encore. Au niveau du système digestif, les études présentent plutôt des fréquences de manifestations digestives selon les différents types de coronavirus. Donc le SARS-CoV-2 en fait partie. 33% de patients avec des signes digestifs mineurs selon la deuxième étude, mais pas de données virologiques, pas de PCR sur les biopsies digestives, même pas de mesure de l'excrétion du virus dans les selles. Et pourtant, la fréquence de ces signes fait que pour ces auteurs, ce serait en faveur d'un effet cytopathique direct du virus. Au niveau du système nerveux central, une étude faite au labo sur plus de 500 LCR testés en PCR SARS-CoV n'a trouvé que 2 LCR positifs. Ces 2 LCR étaient prélevés en post-mortem associés à des biopsies cérébrales négatives. Donc, pas d'éléments encore pour prouver la présence de virus et de réplication au niveau cérébral. On revient sur des études post-mortem avec des modifications neuropathologiques modérées, infiltration lymphocytaire,
Et là, des données de PCR ou d'immunohistochimie qui montrent que dans 53% des patients autopsiés, on retrouve la présence de virus, mais sans corrélation entre détection du virus et sévérité des atteintes. Donc, pas vraiment d'éléments non plus pour prouver cette réplication au niveau du système nerveux central. Dans cette étude qui focalise sur les mécanismes de pénétration du virus dans le système nerveux central, par PCR et immunohistochimie, il rapporte la présence aussi en post-mortem de virus au niveau du bulbe olfactif, au niveau du nasopharynx, de la cornée et de la conjonctive, mais très peu au niveau du tissu cérébral. L'œil, donc conjonctive et cornée, semble être, on retrouve du virus au niveau de la conjonctive et de la cornée, qui sont des voies de pénétration du virus, donc une certaine logique. En ce qui concerne la peau, 2 études qui rapportent donc des manifestations cutanées de type rash ou de type engelure vascularite. Toujours pas de données virologiques ou de PCR sur des biopsies cutanées n'est faite, des études histologiques par contre, et 2 études qui concluent à l'absence de réplication virale au niveau cutané, mais qui attribuent ces manifestations à des mécanismes inflammatoires ou immunologiques. Alors, au laboratoire, nous dédions la PCR-CNR à la réalisation des PCR sur prélèvement non respiratoire. Cette PCR peut être utilisée en mode quantitatif. Sur un bilan qui est sûrement pas exhaustif, sur une centaine de prélèvements de 14 natures différentes, toutes nos PCR étaient négatives, sauf une dans un liquide pleural. On a testé 13 biopsies de peau négatifs pour le SARS-CoV. Alors, est-ce qu'on n'a pas de réplication virale au niveau de ces organes ou finalement un faible nombre d'échantillons analysés? Je pense que l'on manque de données réellement sur des prélèvements de patients vivants. En conclusion, donc, en ce qui concerne la physiopathologie, il y a des investigations à poursuivre. On ne sait pas ce qui se passe réellement au niveau du rein, du foie, du cœur et du cerveau. Dans la littérature, si on en fait la synthèse, les manifestations non respiratoires semblent être plus rapportées à des mécanismes immunologiques ou inflammatoires et non à l'effet cytopathique. Mais il faut vraiment noter qu'on a très peu d'études où le virus a été recherché par PCR dans des prélèvements de patients vivants. Alors, quel pourrait être l'intérêt d'un bilan étiologique virologique? D'une part, vis-à-vis du Covid, peut-être une meilleure connaissance de la physiopathologie. Et puis, un vrai diagnostic étiologique viral. Donc, dans ce contexte de Covid, ne pas oublier que d'autres virus circulent et ne pas oublier de chercher les virus les plus fréquents en fonction des tableaux. Et pour finir, je souhaitais vous rappeler qu'un bilan standard en virologie, c'est idéalement un prélèvement au niveau de la porte d'entrée du virus, donc écouvillonnage nasopharyngé, gorge par exemple, au niveau de sa voie d'excrétion, les selles ou plus rarement les urines. Et lorsqu'un virus est responsable de virémie, la réalisation d'une charge virale sanguine associée à une sérologie est intéressante et éventuellement un prélèvement du site de l'infection par la réalisation de biopsie. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Maud pour ce topo et cette revue de la littérature bien complète. On va continuer par une étude d'organes, donc comme souvent avec Brahim Arbaoui qui est cardiologue sur l'hôpital de la Croix-Rousse qui va nous parler de Covid et cardiologie. À toi Brahim. Bonjour et merci. Je vais donc vous parler des atteintes Covid et du cœur. Nous allons aborder les points suivants: les antécédents cardiovasculaires et la maladie Covid-19, les considérations physiopathologiques, les atteintes cardiaques aiguës et la Covid-19, le suivi post-Covid-19 et les atteintes collatérales. Alors tout d'abord, commençons avec les antécédents. Donc, dès les premières publications, nous avons constaté que les patients avec comorbidité cardiovasculaire et facteurs de risque cardiovasculaire étaient très bien représentés, notamment les patients hypertendus. Ces patients développaient plus de formes sévères et avaient plus de mortalité lorsqu'ils avaient ces comorbidités cardiaques, comme vous pouvez le voir en bas à droite. Un patient qui présente de l'insuffisance cardiaque chronique, un odd ratio à 27 ce qui est extrêmement impressionnant et qui est vraiment l'impression clinique qu'on a chez nos patients qui présentent des cardiopathies avec de l'insuffisance cardiaque chronique. Alors, pourquoi ces patients font-ils plus de formes sévères? Plusieurs hypothèses peuvent être évoquées, elles peuvent se chevaucher également. Est-ce que c'est parce que ce sont des patients qui ont plus de comorbidités, qui sont plus âgés, plus vulnérables?
Est-ce que c'est le fait de la décompensation de la cardiopathie sous-jacente, ou est-ce que c'est l'effet de l'atteinte cardiaque directe du virus? Est-ce qu'il y a un tropisme cardiaque de ce virus, ou est-ce simplement une atteinte indirecte, comme on le voit avec d'autres infections, en lien avec le mismatch entre les besoins et les apports en oxygène, par exemple, avec un infarctus de type 2, en lien avec l'hyperinflammation et l'orage cytokinique, ou est-ce que simplement l'inflammation va déclencher une rupture de plaque qui va provoquer un infarctus du myocarde de type 1? Afin d'étayer ces hypothèses, revenons un peu à la physiopathologie. La porte d'entrée du SARS-CoV-2 dans les cellules hôtes, c'est l'enzyme de conversion de l'angiotensine de type 2. Cette enzyme de conversion de l'angiotensine de type 2 est présente dans plusieurs organes, les poumons, les intestins, l'endothélium, le rein, le foie. Et la pathogénicité de ce SARS-CoV-2 pourrait revêtir plusieurs formes. L'effet cytopathique direct, l'atteinte du système rénine-angiotensine-aldostérone qui joue un rôle majeur dans l'homéostasie cardiaque et rénale, l'atteinte de l'endothélium qui favoriserait l'inflammation, le stress oxydant, la thrombogénicité, et la dérégulation de la réponse immunitaire avec une lymphopénie, une inhibition de la voie de signalisation de l'interféron, et une hyperactivation de l'immunité innée qui est aspécifique. Cela pourra engendrer un orage cytokinique. Alors revenons un peu au système rénine-angiotensine-aldostérone. Le rôle de l'enzyme de conversion de l'angiotensine de type 2 va être de cliver l'angiotensine 2, qui a un effet qui est délétère. Elle va la cliver en angiotensine 1,7 qui a un effet bénéfique. Et en fait, il y a une confusion entre l'enzyme de conversion de type 1 et l'enzyme de conversion de type 2, et les IEC en fait, ont par exemple une action sur l'enzyme de conversion de type 1 en empêchant la formation de l'angiotensine de type 2 qui est délétère, donc ils ont un effet protecteur. Et ces bloqueurs du système rénine-angiotensine-aldostérone sont largement utilisés. Ils favorisent la voie de l'enzyme de conversion de l'angiotensine de type 2, mais on ne connaît pas leurs effets sur l'expression de l'enzyme de conversion de type 2 chez l'homme. Chez la souris, on sait que les souris knockout pour l'enzyme de conversion de type 2 provoquent des dysfonctions ventriculaires gauche sévères. Je vous conseille de lire cette revue de la littérature faite par des Français, dont un Lyonnais, sur les IEC et le Covid. Et ça montre bien donc l'effet bénéfique de l'enzyme de conversion de type 2 et les potentiels mécanismes physiopathologiques qui pourraient entraîner des dégâts au niveau myocardique, et le rationnel pour ne pas arrêter les bloqueurs du système rénine-angiotensine-aldostérone. Il y a eu une controverse pour arrêter ce type de traitement, et finalement on a pu s'appuyer sur des études où des patients traités par ces bloqueurs du système rénine-angiotensine ont été matchés avec des patients non traités, donc des patients hypertendus et des patients non hypertendus. Et finalement, il a été objectivé que des patients sous IEC ou ARA2 n'avaient pas plus de risque d'être malades par la Covid-19, et que ces patients-là ne développaient pas plus de formes sévères. Donc les sociétés savantes européennes et américaines recommandent de poursuivre ces traitements chez les patients insuffisants rénaux ou hypertendus. Alors, quelles sont les atteintes cardiaques aiguës de cette pathologie? Eh bien, potentiellement, elles sont très variées et multiples. Comme je vous le disais, ça pourrait provoquer un infarctus du myocarde. On pourrait également avoir des lésions myocardiques sans occlusion coronaire, telles que des myocardites ou des myocardiopathies de stress, des arythmies, des tableaux d'insuffisance cardiaque aiguë et de choc cardiogénique, une atteinte péricardique, et la classique embolie pulmonaire et les maladies thromboemboliques que vous connaissez bien dans ce contexte-là. En pratique, ces pathologies cardiaques aiguës, elles ont été peu évaluées. Elles sont probablement peu fréquentes, c'est en tout cas l'impression que l'on a là, dans nos services de cardiologie et de soins intensifs cardiologiques.
tout ce que je vous dis là, ça repose sur notre expérience, mais ça repose aussi sur les publications. Et ces publications sont essentiellement des case reports ou des séries de cas, d'où la nécessité d'études rétrospectives. Finalement, en faisant un peu la bibliographie, eh bien, j'ai retrouvé uniquement cette étude de plus de 3000 patients, étude européenne hein, dans 13 pays, 79 centres. Donc c'était des patients plutôt graves avec 20% de mortalité, comme vous pouvez le voir en bas du tableau. Et chez ces patients-là, 11% ont développé une complication cardiaque avec comme complication cardiaque la plus fréquente les arythmies, essentiellement des tachycardies supraventriculaires et de la fibrillation auriculaire. On voit que seulement 1,3% des patients ont développé une ischémie myocardique, essentiellement en lien avec un infarctus de type 2. On voit que la myocardite, c'est extrêmement rare, 0,1% dans cette série, donc 3 patients sur 3000. L'insuffisance cardiaque, environ 2%. L'embolie pulmonaire, 6,6%, mais ça fera l'objet d'un topo spécifique. Et on est assez finalement étonné de la part de mortalité de cause cardiaque qui représente uniquement 0,5%. Et finalement, en discutant avec nos réanimateurs, nos réanimateurs nous disent que ces patients-là vont mourir de défaillance multiviscérale plus que d'un trouble du rythme ventriculaire ou d'un infarctus du myocarde. Donc on a beaucoup parlé des lésions myocardiques biologiques, des myocardial injuries, en étudiant les biomarqueurs cardiaques, essentiellement la troponine. Et l'étude Princeps, c'est cette étude chinoise sur plus de 400 patients, où il a été constaté une élévation de troponine chez 20% des patients. Et de façon intéressante, les patients qui avaient des myocardial injuries étaient les patients qui allaient avoir le plus de mortalité intra-hospitalière et les patients qui allaient avoir le plus de formes sévères. Alors les mécanismes d'élévation de la troponine chez les patients atteints de Covid-19, elles sont multiples, c'est multifactoriel. Il y a le stress, il y a l'atteinte par l'hyperinflammation, le rage cytokinique, potentiellement l'atteinte virale directe, même si ça n'a jamais été prouvé, on y reviendra plus tard, les états de choc, les hypotensions, les tachycardies, les potentielles arythmies, surtout l'hypoxémie, les patients sont extrêmement hypoxémiques. Ceci sera aggravé par le terrain du patient qui présente une cardiopathie éventuellement sous-jacente. Et puis, sur le plan physiopathologique, avec l'atteinte endothéliale et les troubles de la coagulation, on pourrait tout à fait avoir une atteinte microvasculaire et des microtrombies. Alors, dans cet autre travail, l'élévation de la troponine a été corrélée avec l'élévation des marqueurs inflammatoires tels que l'interleukine 6, la ferritine et la CRP. Et tous ces marqueurs-là étaient corrélés, étaient liés à la mortalité. Depuis, de nombreux travaux se sont intéressés à ce biomarqueur. Et comme vous pouvez le voir, l'élévation de troponine est extrêmement variable d'une étude à l'autre et cela peut s'expliquer très facilement par le fait que déjà le seuil de positivité de troponine ou de myocardial injuries est variable d'une étude à l'autre. Et ça dépend également de ce qu'on appelle un effet loop. Si on se place en service de réanimation, eh bien, vous verrez que quasiment la moitié des patients ont une élévation de la troponinémie. Si on se met dans un service d'accueil d'urgence, eh bien, on sera plutôt autour de 10%, voire moins. Et chez des patients hospitalisés, on sera plus autour de 20%. Donc, aux Hospices civils de Lyon, lors de la première vague, sur les 1900 patients hospitalisés, la troponine a été dosée chez 1800 patients. Et on a 25% des patients qui avaient une élévation de troponine, ce qui se situe à peu près au milieu de cet histogramme. Alors une fois qu'on a dit ça, que faire de cette troponine? Ce qui est clair, c'est que cette troponine est un reflet de la gravité ou du potentiel d'aggravation de ce patient. Elle donne une information pronostique, elle permet de stratifier le risque et d'orienter
des patients. Donc, ça pourrait avoir un intérêt de la doser dès l'arrivée du patient aux urgences, et ça pourrait être un outil pour trier ces patients. C'est certainement pas un outil pour stratifier le risque chez des patients qui sont en décubitus vitral hypoxémique en réanimation. Et je vous conseille de lire cette revue de la littérature avec un algorithme qui est proposé pour trier ces patients. Et la question qui vient derrière, c'est est-ce que cette troponine a un véritable intérêt diagnostique pour rechercher des atteintes cardiaques cliniques. Alors, ces atteintes cardiaques aiguës cliniques, priorité aux enfants. On a pas mal entendu parler des tableaux d'insuffisance cardiaque aiguë et de syndrome d'inflammation multisystémique. C'est arrivé plutôt en deuxième partie, voire en fin de première vague. Et dans toutes les villes de France, y compris à Lyon, nos pédiatres ont été frappés par des tableaux de Kawasaki-like disease avec une dysfonction myocardique dans 100% des cas, comme dans cette publication faite par nos collègues parisiens, mais qui inclut des patients notamment traités à l'HFME. Et sur la droite, c'est un tableau qui résume un petit peu les critères diagnostiques de ce syndrome d'inflammation multisystémique avec les signes du Kawasaki. Et surtout, ce qui nous frappe un peu, c'est que l'âge des patients peut aller jusqu'à 21 ans. Et ça, c'est quelque chose qui nous parle parce qu'au moment où on en parlait dans les médias, on a reçu à l'hôpital de la Croix-Rousse un jeune patient de 19 ans qui n'avait aucune comorbidité, un tableau de choc cardiogénique, 1 mois post-Covid. C'est présenté sous la forme d'une détresse respiratoire aiguë et rapidement on a mis en évidence une dysfonction ventriculaire gauche sévère avec un état hyper inflammatoire, une élévation des biomarqueurs cardiaques. La coronarographie était normale. Nous avons réalisé des biopsies myocardiques qui ont objectivé des polynucléaires neutrophiles et des lymphocytes au sein du myocarde. Pas de nécrose, pas de traces de SARS-CoV-2 dans cette biopsie myocardique. Il n'y avait pas de virémie par ailleurs. On a recherché les autres virus, il n'y avait pas d'autres virus non plus. Et ce patient-là a été traité donc, par nos réanimateurs. Il a été intubé pendant 1 semaine avec un traitement symptomatique, des diurétiques, des amines. Il a pu quitter l'hôpital au bout de 3 semaines. Et au bout de plusieurs semaines de rééducation, de réadaptation, ce patient-là s'en sort avec une récupération complète de sa fonction cardiaque, sans aucune séquelle. Ce type de complications qu'on appelle myocardite fulminante surviennent essentiellement en phase 3 de la maladie, au stade hyperinflammatoire. C'est des complications qui sont quand même très rares. Je discutais avec mes collègues de l'hôpital Louis Pradel la semaine dernière et finalement ils ont eu un cas similaire qui a nécessité de l'assistance. Il y a quelques autres cas qui ont été décrits ailleurs où on va parler de traitement par immunoglobuline ou d'autres traitements, mais vraiment sans aucune preuve. Et finalement, un traitement symptomatique des défaillances d'organes chez ce patient-là a permis de le traiter. Ça me permet d'évoquer un petit peu le tropisme cardiaque du SARS-CoV-2. Depuis le départ, on nous parle de la cytotoxicité directe. Il y a eu des dizaines de cas rapportés à travers le monde, des dizaines de biopsies et aucune n'a mis en évidence de SARS-CoV-2 dans les cardiomyocytes ou dans les péricytes. Cette étude, ce cas clinique italien donc, a mis en évidence du SARS-CoV-2 au niveau cardiaque, mais en fait c'est de la PCR, c'est du broyat, donc on ne peut pas localiser le virus à l'intérieur des cellules, il n'y a pas eu d'hybridation in situ. Cet été, il y a cette étude qui a beaucoup fait parler d'elle aussi, qui est parue dans le New England, c'est une étude autopsique qui montre qui dit en tout cas que ce virus aurait un tropisme au niveau de pas mal d'organes, notamment au niveau du cœur, mais là encore, au niveau du cœur, il n'y a pas eu d'hybridation in situ, il n'y a pas de preuve que ce SARS-CoV-2 pénètre dans les cellules myocardiques.
C'est simplement un broyat, donc c'est la PCR qui est positive chez certains patients, mais en tout cas, on n'a pas la preuve de la cytotoxicité directe de ce SARS-CoV-2 au niveau du cœur. Alors qu'au niveau rénal, là, a priori, et au niveau pulmonaire, les hybridations in situ ont pu mettre en évidence du SARS-CoV-2. Alors, je vais vous passer deux, trois cas cliniques marquants que l'on a eu lors de la première vague. Donc là, c'était un patient de 35 ans qui a été admis en réanimation pour un tableau de Covid sévère, désaturation, vraiment pas bien. Et tout de suite, dès l'admission, nos réanimateurs ont mis en évidence une dysfonction ventriculaire gauche. Ils l'ont traité avec des diurétiques de façon très intense. Et en 24 heures, l'état clinique du patient a été transformé, à tel point qu'ils ont pu nous le transférer. C'est un patient qu'on a pu réévaluer à 1 mois de sa sortie et chez lequel nous avons mis en évidence une cardiopathie sous-jacente qui n'était pas connue, une non-compaction ventriculaire gauche. Nous avons réalisé une IRM myocardique qui confirme ce diagnostic de non-compaction ventriculaire gauche, mais qui met également en évidence des stigmates de myocardite aiguë semi-récente. Donc, est-ce que cette myocardite aiguë était le trigger de la décompensation cardiaque? Est-ce que c'était une myocardite à Covid? Est-ce que c'était simplement l'inflammation? En tout cas, l'évolution extrêmement favorable en moins de 24 heures nous laisse dire que cette myocardite n'était probablement pas responsable du tableau. De façon similaire à cette découverte de non-compaction ventriculaire gauche, nous avons pu découvrir pas mal de valvulopathie, des rétrécissements aortiques chez des patients hospitalisés en gériatrie ou des cardiopathies ischémiques sur des élévations de troponine. Mais c'est des choses qui arrivent, y compris chez des patients qui présentent des grippes sévères habituellement ou sur des pneumopathies à pneumocoque. On peut tout à fait découvrir une cardiopathie sous-jacente, rien d'exceptionnel jusque-là. Nous avons également eu des cas d'infarctus du myocarde, comme ce cas de dissection coronaire spontanée. Donc sur le plan iconographique, c'est très intéressant, mais ça reste quand même très marginal comme présentation. On nous avait dit qu'on allait être submergé d'infarctus du myocarde avec ce Covid, mais finalement, vous le verrez, on n'en a pas vu tant que ça. Quelque chose d'un petit peu plus fréquent, c'est la myocardiopathie de stress. Vous avez tous entendu parler des syndromes de Takotsubo. Donc là, c'est un patient qui est relativement jeune, 55 ans, qui a 3 semaines d'un Covid sévère, SDRA, d'évolution plutôt favorable, est hospitalisé au CHLS, et qui, après, ce patient a présenté une dégradation respiratoire brutale avec mise en évidence d'une dysfonction ventriculaire gauche sévère, une élévation de la troponine. À l'électrocardiogramme, comme vous pouvez le voir, il y a un sus-décalage du segment ST, une onde de Pardy qui est absolument géante. Il n'y a pas de miroir, mais ça peut se voir dans les infarctus antérieurs étendus. Et la coronarographie retrouve des artères coronaires strictement normales, avec un aspect très évocateur de Takotsubo, donc en diastole à gauche et en systole lorsque ça se contracte. Vous voyez, il y a une très bonne pince basale qui se contracte, alors que tout l'apex et les segments adjacents ne se contractent pas. Et ça ne correspond pas à un territoire ischémique, c'est ce qu'on appelle une myocardiopathie de stress ou syndrome de Takotsubo. En Lombardie, les Italiens avaient publié très tôt des séries d'infarctus du myocarde avec sus-décalage du segment ST sans atteinte coronaire. Donc là, une série de 18 patients consécutifs, dont 10 patients ne présentaient pas de lésions coronaires identifiables. C'est pas du tout ce qu'on a eu sur Lyon. Ça a été vraiment un phénomène plutôt marginal pour la prise en charge des infarctus primaires. C'est plutôt des phénomènes qu'on a observés chez des patients hospitalisés en réanimation. Alors là, c'était simplement un petit clin d'œil à nos collègues réanimateurs qui sont très adeptes de l'échographie cardiaque et de l'échographie hémodynamique, où finalement, on s'aperçoit qu'avec l'échographie cardiaque, en étudiant des paramètres très simples, tels qu'un paramètre de fonction ventriculaire droite qui est le TAPS, et en mesurant les pressions artérielles pulmonaires systoliques, en étudiant le découplage ventriculo-artériel droit,
eh bien, on est capable de reclassifier des patients qui ont une PaO2 sur FiO2 plutôt supérieur à 159. Donc ça pourrait tout à fait avoir un intérêt diagnostique chez nos collègues réanimateurs. C'est une étude qui a été réalisée chez 94 patients. Alors le suivi post-Covid, c'est toujours d'actualité et c'est quelque chose qui continue à nous occuper. Pour les patients, quelle est l'évaluation à faire en post-Covid? Donc la réévaluation systématique par un cardiologue est réalisée s'il existe des comorbidités cardiovasculaires et que le patient a eu un Covid sévère. Bien sûr, si on a découvert une cardiopathie, eh bien, elle nécessitera d'être investiguée par un cardiologue. Se pose la question des myocardial injuries. Je pense qu'il ne faut pas systématiquement les référer au cardiologue. Si c'est un patient qui a fait un SDRA sur le ventre pendant 3 semaines et qu'il a fait 300 de troponine, il n'y a pas d'utilité à l'adresser au cardiologue. En revanche, si c'est un patient qui a de multiples facteurs de risque cardiovasculaire et qui a fait une vraie cytolyse myocardique, eh bien, au cas par cas, on pourra discuter d'aller rechercher une ischémie myocardique silencieuse, de faire une échographie cardiaque transthoracique, mais c'est vraiment du cas par cas et pas de façon systématique, je pense. L'autre problématique, c'est celle des symptômes post-Covid-19, les dyspnées, les douleurs thoraciques, avec des explorations souvent infructueuses. Et là, chaque semaine, on a des cardiologues de ville qui nous appellent pour nous demander conseil. Malheureusement, on n'en sait pas plus qu'eux. Il y a ce travail intéressant qui est sorti récemment sur 143 patients qui ont eu le Covid et qui ont été suivis avec une médiane de suivi de 60 jours en post-Covid. Et là, de façon assez impressionnante, on s'aperçoit que plus de la moitié des patients présentent une asthénie à 2 mois post-Covid. Plus de 40% présentent toujours une dyspnée et plus de 20% présentent des douleurs thoraciques. Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on essaye de les investiguer. Quand sur le plan cardiaque, on n'a pas d'explication claire, eh bien, on les envoie aux pneumologues qui vont faire des EFR, qui vont tourner un petit peu autour et qui finalement, souvent, n'ont pas d'explication claire non plus. Et puis, bon, ben, on peut évoquer aussi une part peut-être psychologique, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose sur le sujet. Le Covid-19 a aussi été l'occasion de voir que finalement, quand on ne connaît pas quelque chose, la réaction peut être assez paradoxale. Et on a constaté une répercussion assez étonnante sur la survenue des infarctus du myocarde. Et on s'est demandé où étaient passés nos infarctus lyonnais. On a réalisé une étude en comparant au nombre d'infarctus admis à l'hôpital Louis Pradel, à l'hôpital de la Croix-Rousse et à l'hôpital de Saint-Joseph sur les 2 dernières années, pendant la même période, et on a constaté une baisse de 30% du nombre d'infarctus du myocarde. En groupe comparateur, on avait choisi le nombre d'accouchements qui était prévu 9 mois avant, donc là c'était compliqué de décaler, et on s'aperçoit que le nombre d'accouchements était plutôt stable. Et ça, pour l'expliquer, eh bien finalement, on s'est dit peut-être que les patients avaient peur de consulter, peut-être qu'il y avait moins de triggers, moins d'activité physique, moins de pollution, ça semble peu probable vu la cinétique. Et c'est des choses qui ont été constatées par plein d'équipes à travers le monde. Les conséquences, c'est que ces infarctus, soit ils n'ont pas été pris en charge, soit ils ont été pris en charge tardivement et on a constaté plus de dégâts myocardiques, plus de complications mécaniques, des CIV, des ruptures de parois libres, des ruptures contenues, des choses qu'on voyait très rarement et qu'on a vu beaucoup plus fréquemment pendant la première vague, beaucoup moins pendant la seconde vague. On a également constaté plus d'arrêts cardiaques extra-hospitaliers dans certaines villes, comme à Paris, en Italie aussi et à New York. Une des hypothèses, c'est que ces patients-là aient fait un infarctus avec une fibrillation ventriculaire. Bien sûr, parmi ces patients, il est possible qu'il y ait des arrêts hypoxiques chez des patients atteints de Covid.
Un autre souci, c'est celui des diagnostics différentiels et des retards diagnostiques liés aux symptômes, fièvre, dyspnée, douleur thoracique. Dans la panique générale initialement, quand un patient arrivait aux urgences ou était pris en charge et qu'il était un peu fébrile, tout de suite il était catalogué Covid, on le mettait de côté. Et eh bien, on oubliait de faire parfois un ECG chez un patient qui avait une douleur thoracique. Et il y a des patients qui ont présenté des infarctus du myocarde, des embolies pulmonaires, des endocardites infectieuses ou des dissections aortiques qui ont été pris en charge avec quelques heures de retard suite à la suspicion de Covid initiale. Donc il ne faut pas oublier que les patients font un infarctus du myocarde, peuvent être Covid ou non Covid, ils font l'infarctus du myocarde en premier, c'est ce qui est prioritaire. En conclusion, j'espère vous avoir montré qu'il y avait une forte association entre les patients Covid sévères, les décès et les comorbidités cardiovasculaires. Les pathologies cardiaques aiguës sont variées mais peu fréquentes, elles sont quand même parfois graves. Les myocardial injuries sont plutôt fréquentes, elles sont corrélées avec les formes sévères et la mortalité. Ne pas oublier le rôle de l'inflammation. Pensez bien au diagnostic différentiel et j'espère qu'on pourra réaliser de nombreuses études rétrospectives de recueil systématique afin de vraiment quantifier cette atteinte cardiaque clinique. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Brahim, pour cette excellente revue des complications cardiaques liées au Covid. Moi, j'ai une première question. Tu as beaucoup insisté, et Maud Bouscambert aussi, sur le fait que finalement, on ne retrouve pas, ou quasiment pas, de virus dans le myocarde. Et puis, à aborder le problème des Covid longs, qui est un problème qui touche quand même beaucoup les médecins généralistes, qui ont beaucoup de consultations avec des symptômes très atypiques, tu en as parlé, qu'on pourrait attribuer au cœur. Est-ce qu'on peut dire que comme il y a finalement peu de virus dans le cœur, il est assez peu probable que les Covid longs impliquent le cœur? Est-ce que tu serais d'accord avec ça? Alors, je serais plutôt d'accord avec ce que tu dis là, ce d'autant que les patients qui nous ont été adressés pour ce type de symptomatologie et Covid long, eh bien, on est resté bredouille avec des IRM strictement normales, des écho-cœurs strictement normales et aucune atteinte myocardique. Merci beaucoup, Brahim. Moi, je vais peut-être une autre question encore sur. En réanimation, on a eu une méga étude qui vient d'être publiée sur les facteurs de risque de mortalité en réanimation dans les réanimations françaises, avec plus de 4000 patients. Ont été retrouvés les facteurs classiques comme l'âge, l'obésité, le sexe, le diabète, mais pas du tout les complications cardiaques, en fait, ou les antécédents cardiaques. Et est-ce que ça colle avec les données épidémiologiques et puis ta pratique sur le fait que finalement, malgré une épidémie qui était non contrôlée, finalement, vous n'avez pas été submergé par des défaillances cardiaques ou des cardiopathies qui décompensent? Alors effectivement, on n'a pas été submergé par des cardiopathies qui décompensent. En revanche, les patients qui présentaient des cardiopathies, eh bien malheureusement, on a constaté qu'il y avait quand même pas mal de casses. Nos patients âgés présentant des cardiopathies, malheureusement, on a eu beaucoup de décès chez cette population. Donc après, j'entends bien ce que tu dis. Donc finalement, ils ont ajusté sur tous les facteurs de risque cardiovasculaire, sur les antécédents cardiovasculaires, mais là encore, tu as pris en charge que les patients qui étaient en réanimation. Ouais, donc tu as pris les plus graves déjà. Voilà, c'est les plus graves. Et donc, le diabète sort, mais pas la cardiopathie, ce qui change complètement de ce qu'on voit avec la grippe. Ouais. Ok, écoute, merci beaucoup. Je ne sais pas si Thomas a des questions. Oui, simplement une petite précision. Tu évoquais le Covid long, qui est une énorme problématique. Même sans avoir d'atteinte d'organes spécifiques, on sent qu'il y a une dérégulation qu'on voit dans ces agressions. Et la réhabilitation cardio-pulmonaire, elle est la base de la reprise de l'effort et elle est la base de ce qu'on peut proposer à des patients dyspnéiques, même sans atteinte à l'EFR scanographique ou échographique cardiaque. Ça reste quand même la réhabilitation qui permet de resynchroniser, de reprendre. Et je pense que moi, je crois beaucoup à ça, même s'il n'y a pas d'étiologie sous-jacente. L'autre chose, tu as évoqué les troubles du rythme, les ACFA. Tu as volontairement, je pense,
mis sous silence la problématique des troubles du rythme et des QT longs médicamenteux induits. Est-ce que toi, tu as un regard par rapport à ça dans ton expérience? Est-ce que vous avez souvent associé des problématiques de rythme avec des prescriptions médicamenteuses? Alors, il y a un joli travail qui a été réalisé à N Réanimation. Effectivement, j'en ai pas parlé parce que je voulais pas parler de l'hydroxychloroquine. Mais finalement, on a redécouvert que l'hydroxychloroquine allongeait le QT. Donc, on a redécouvert un truc qu'on connaissait déjà. On a redécouvert plein de trucs avec la Covid. Donc, pour moi, c'est vrai que c'est pas non plus. C'était pas un scoop, quoi. C'est intéressant, mais c'est pas un scoop. Après, on a vu des QT longs chez des patients qui avaient des atteintes rénales avec des histoires d'hypokaliémie qui allongeaient le QT, et donc ça faisait des cocktails explosifs. Et là, il y a des case reports qui ont été publiés également chez des patients qui torsadaient sur des hypokaliémies et l'hydroxychloroquine. Ok, je te remercie. Ouais, Brahim, une dernière question. Qu'est-ce que tu recommandes chez un patient qui a une cardiopathie connue et qui est traité et qui présente une forme non sévère de Covid en ville? Est-ce que tu recommandes des adaptations thérapeutiques? Est-ce que tu recommandes un suivi particulier de ces patients? Alors, ce que je recommande surtout, c'est de bien poursuivre son traitement médicamenteux, notamment les bloqueurs du système rénine-angiotensine aldostérone, et puis finalement de le prendre en charge comme les autres patients, c'est-à-dire sur la clinique, sur la saturation, et avoir un seuil d'hospitalisation peut-être un petit peu plus haut que pour un patient qui n'a pas de comorbidité. Merci beaucoup, Thomas. Si tu n'as plus de questions, je vous propose qu'on conclue cette session qui était extrêmement intéressante. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le webinaire numéro 9, donc le 15 décembre à 18h30, avec les mêmes modalités de connexion. On va aborder 2 thématiques lors de cette session, Covid et pathologie vasculaire, avec 3 intervenants, les professeurs Dargaud, Millon et Long, et Covid et psychiatrie avec le professeur Emmanuel Poulet. Je remercie vraiment très sincèrement l'ensemble des intervenants pour la qualité de leur présentation et vous donne rendez-vous à tous la semaine prochaine.